Je vais vous présenter très rapidement le professeur Audouard, il est connu sur un tas de Clermont, il connaît les gens d'IPL, il y a quelques nouveaux adhérents, donc je vais faire une présentation rapide. Le professeur Audouard était professeur honoraire de l'université, il a été doyen de l'université à Clermont-Ferrand, il était président de l'université et il est aujourd'hui est-ce qu'on veut dire président honoraire ou enfin, professeur honoraire, il est en retraite, et il consacre du temps à continuer à nous partager ses connaissances et ses réflexions sur la géopolitique mondiale. Donc l'an dernier, c'était un chapitre particulier sur les relations entre la Chine et les États-Unis, avec une parenthèse due à l'actualité sur l'Ukraine, qui était très fortement appréciée, puisque le professeur a été rappelé à plusieurs endroits pour reconduire cette conférence, dans d'autres enceintes. Voilà. Et cette année, nous allons évoquer l'espace Indo-Pacifique. Alors, c'est un cycle de conférences, donc aujourd'hui, c'est un peu l'introduction sur ce domaine. Je ne vais pas être plus long, parce que je laisse la parole. C'est à vous, professeur. Merci. Merci pour cette parole chaleureuse. Lorsqu'on a terminé le cycle entre les USA et la Chine, on en reparlera un tout petit peu, mais bon, accessoirement, il fallait choisir autre chose et on hésitait entre l'Europe d'une part et puis l'Indo-Pacifique. Étant donné que les choses sont très mouvantes pour le moment en Europe, on a préféré choisir l'espace Indo-Pacifique parce que c'est maintenant le centre du monde. C'est maintenant le centre du monde et c'est là que s'affrontent essentiellement les USA et la Chine, puisqu'ils sont l'un en face de l'autre sur cet espace. Là, vous voyez les États-Unis sur cette carte, Indo-Pacifique, vous voyez les États-Unis, vous voyez la Chine, et c'est dans cet espace-là qu'ils s'affrontent. Hein. C'est pas seulement Taïwan, c'est par le biais de la Corée du Nord qui envoie ses missiles par l'Inde, le Japon. C'est là l'essentiel de ces foyers conflictuels sont là. Deuxième idée, c'est que quand on regarde l'évolution de nos civilisations, les civilisations anciennes, les premières religions monothéistes, les premières civilisations du monde sont faites autour d'une petite mer, hein, une mare, hein, la Méditerranée. Et c'était là que ça s'est fait. Et puis, à partir du 16e, 17e, 18e, les grandes découvertes, c'est l'Atlantique qui est devenu le centre du monde, entre l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et puis aujourd'hui, ben, c'est ce qui reste comme espace maritime, c'est-à-dire cet espace Indo-Pacifique. Le terme, il n'est pas personnel, hein, c'est quelque chose qui s'emploie maintenant de plus en plus. C'est l'espace Pacifique, d'une part le Pacifique lui-même qui est là, et l'océan Indien qui est ici. Mais c'est le même ensemble maritime. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter ça, cet ensemble, et puis on verra par la suite les différents partenaires dont nous n'avons pas parlé, en particulier le Japon, l'Inde, les archipels, qui sont aujourd'hui au cœur de ces problématiques de l'Indo-Pacifique, cette structure Indo-Pacifique. Alors on va essentiellement aujourd'hui décrire, et puis j'ai pas mal de cartes, c'est avec ça qu'on pourra prendre connaissance de cette région-là. Alors tout d'abord, un premier point des 4 que je vais traiter, c'est la présentation de l'espace maritime Indo-Pacifique. Alors, au début, j'étais parti sur le Pacifique, mais je crois qu'il faut le traiter avec l'océan Indien, donc cette notion d'Indo-Pacifique. C'est véritablement l'essentiel. Tout d'abord, les immensités maritimes. Il faut prendre conscience que cet ensemble, c'est véritablement l'essentiel de la planète. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vous en donne quand même quelques-uns. La surface de notre planète, c'est en gros 500 millions de kilomètres carrés. C'est un tout petit peu plus, mais à cette échelle-là, on peut se satisfaire de 500 millions de kilomètres carrés. Et ça se répartit entre 150 millions de terres émergées, les continents, les îles, etc., et 360 millions d'espaces maritimes. C'est vrai que ça donne 510, c'est à peu près la surface de la Terre. Alors, notre Indo-Pacifique, l'Indien plus le Pacifique, c'est 250 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire, en gros, c'est simple, la moitié. Là, vous avez la moitié de la surface terrestre du globe.
250 millions de kilomètres carrés. C'est 70% de la surface planétaire émergée, et c'est vraiment 70%, la moitié de cette surface planétaire. On a là quelque chose de tout à fait important, fondamental. Vous trouverez parfois des chiffres un tout petit peu différents, c'est sur les limites sud de ce Pacifique et puis de ce océan Indien, parce que les océans antarctiques, on ne sait pas toujours où ils s'arrêtent, mais enfin ça joue sur quelques dizaines de kilomètres carrés, c'est pas très important. Deuxième élément pour comprendre cette distance, pour aller de Shanghai par exemple à San Francisco, il y a quand même 10 000 kilomètres. En gros, hein, poil près, hein, aussi je résume, hein, 10 000 kilomètres. C'est-à-dire que vous avez là, à l'époque des voiliers par exemple, ou Christophe Colomb, enfin de ses successeurs, parce qu'il n'est jamais venu ici, un voilier fait du 10-12 nœuds, hein, donc un nœud c'est 1,8 km. Il faut entre 20 jours et 30 jours pour faire la traversée, dans un sens, et 20 jours ou 30 jours pour faire la traversée dans l'autre, à condition qu'il y ait du vent. Quand vous prenez un navire militaire aujourd'hui, un navire de guerre, il fait du 25-30 nœuds, certains font un peu plus, mais il faut une quantité de carburant tout à fait exceptionnelle, et il leur faut entre 8 et 10 jours pour faire cette distance-là, entre San Francisco et Shanghai. Et il faut à un moment donné un point de dépôt pour prendre du gasoil, autrefois du charbon, autrefois du bois, mais il faut un lieu. Et le problème des îles qui se trouvent dispersées dans ces océans est fondamental. Les îles, qu'elles soient importantes ou pas, si c'est un dépôt, c'est fondamental pour ces navires. Donc vous voyez, le problème des distances, le problème de la dimension, c'est vraiment fondamental, y compris pour les avions. Lorsque les Américains ont voulu envisager de bombarder Tokyo, Tokyo, vous le voyez, c'est ici, eh bien, pour partir des États-Unis, aller bombarder Tokyo, ils pouvaient le faire, et ils ne pouvaient pas revenir, parce qu'ils n'avaient pas des réservoirs suffisants. Donc il a fallu que les États-Unis s'implantent dans ce qu'on appelle les Mariannes, Mariannes du Nord, Mariannes du Sud, et c'est de là que les avions venant des États-Unis faisaient escale et faisaient le plein aux Mariannes avant d'aller bombarder Tokyo. Donc vous voyez, y compris pour les avions, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, les Japonais étaient à l'abri d'un bombardement venant des États-Unis. Il n'y avait pas de missiles à l'époque. Et il fallait avoir les Mariannes. Et c'est pour ça qu'ils se sont implantés aux Mariannes très vite pour pouvoir avoir une escale possible pour aller jusque-là. Alors l'océan Indien est un tout petit peu plus petit, bien entendu, et il est là, coincé entre l'Australie, les Philippines et puis l'Afrique, hein, avec l'Inde qui est ici. Et c'est un espace, là je parlais de l'Indo-Pacifique, mais ça c'est un espace un peu plus restreint, mais il y a quand même, entre l'Australie par exemple et l'Afrique du Sud, il y a quand même 4500 km. Ah, c'est la moitié, vous me direz. Enfin, 4500 km, c'est quand même pas rien, c'est pas négligeable. Alors, autour de cet ensemble, là c'est un détail, on le reverra par la suite sur l'océan Indien, il y a quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose comme 460 volcans plus ou moins actifs, et bien sûr, ces volcans sont sur les lieux de chevauchement des plaques qui sont dans les océans. Et cette ceinture de feu est associée à des fosses marines extrêmement importantes. Au pied de cette ceinture de feu, il y a des fosses marines ici, au droit du Japon, des États-Unis, du Canada et du Pacifique ici. Des fosses marines qui dépassent 10 000 mètres, 10 000, 11 000 mètres de profondeur, 11 000 de profondeur. C'est là véritablement des ensembles tout à fait particuliers, vraiment très très importants. Et cette ceinture de feu et puis ces fosses font que cet espace Indo-Pacifique il est très riche en poissons, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais les 3/4 de la pêche mondiale sont faites dans cet espace Indo-Pacifique. Les 3/4, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors en plus de cela, il y aura, dès qu'on saura faire et qu'on saura descendre à des profondeurs importantes,
il y a des sulfures hydrothermaux, il y a du gaz, du pétrole, il y a des modules métalliques au fond qui traînent et qui seront un jour ou l'autre prospectés et qui seront exploités. Il y a là des gisements potentiels extrêmement importants. Et puis il y a quelque chose de très particulier, parce qu'au milieu de cet ensemble, il y a ici un continent de plastique. Alors là, il y a les continents de plastique, puisqu'il est à l'échelle mondiale. C'est les courants marins qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud, et qui rassemblent les détritus que nous-mêmes nous envoyons dans cet espace. Voilà ce que c'est qu'un continent de plastique. Hein, c'est pris au beau milieu du Pacifique. Vous avez la vue d'avion, enfin si on peut dire, et puis vous avez la vue en coupe, c'est-à-dire au niveau de la mer. Vous voyez, c'est pas très épais, hein, mais c'est un ensemble de détritus, hein, avec du plastique, des cordons, tout ce qu'on peut imaginer, qui est là et qui se déplace en fonction des courants marins et qui constitue un obstacle, par exemple, pour les courses, pour les voiliers. Hein, quand ils arrivent là-dedans, c'est un peu compliqué. Et on ne sait pas comment s'en débarrasser, ça. On a une estimation, hein, on parle de 80 000 tonnes, hein, parce que c'est pas forcément très lourd, hein, ça flotte. C'est un handicap terrible pour la faune, parce qu'ils en avalent, hein, les poissons en avalent une certaine quantité, parce qu'il y a ces éléments qu'on voit, puis il y a les micro-morceaux qui se promènent et qui flottent et qui sont avalés. On le sait parce que quand on fait l'autopsie des mammifères ou des poissons qui viennent atterrir sur nos côtes, on fait l'autopsie et dans leur estomac, on trouve tout ça. On trouve des reflets de cette allure-là. Alors dans le Pacifique, eh ben, le Pacifique, comme l'Atlantique, n'échappe pas à ce continent de plastique. Il y en a un au nord, un au sud, et ça aussi, c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Dangereux pour la faune, dangereux à terme pour l'océan lui-même. Alors, pour sortir de cet espace Indo-Pacifique, il y a plusieurs solutions. Ce n'est pas un monde clos. Alors la première solution, c'est de, par exemple, contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Et vous avez là une route qui est assez facile à faire, qui n'est pas très dangereuse, et qui permet de gagner l'océan Atlantique. De l'autre côté, vous avez le cap Horn, qui lui est beaucoup plus dangereux parce qu'il y a des tempêtes extrêmement fortes qui permettent de passer de l'autre côté. C'est peu utilisé, ces deux ensembles. Ensuite, il y a un autre sortie maritime, c'est le détroit de Bering qui est en nord. On en reparlera tout à l'heure parce que je vais faire un paragraphe sur ce détroit de Bering. Il est partiellement englacé, mais maintenant il a tendance à se libérer de plus en plus. Et en longeant la côte européenne de la Russie, ici, eh bien, on a l'accès à l'Europe sans trop de difficultés. Mais, étant donné la position de la Russie à l'heure actuelle avec le conflit ukrainien, c'est une route qui, même si un jour elle est complètement dégagée, va rester un petit peu problématique, parce que les Russes ont installé toute une série de bases le long de cette côte et vont surveiller cette route de manière extrêmement vigilante. Et puis il y a deux canaux pour en sortir. Le canal de Suez, que vous connaissez, dont on a parlé, qui est ici, avec ses limites évidemment pour le tonnage, et puis le canal de Panama de l'autre côté qui est un peu plus grand. Mais c'est quelque chose qui est, par rapport au tonnage global, peu utilisé, étant donné quand même que ces canaux reviennent cher, bien entendu, et puis sont source de difficultés. On a bien vu le canal de Suez bloqué par un bateau qui s'était mis en travers. Et les écluses du Panama, elles sont toujours aménagées et toujours agrandies, mais elles ont du mal à suivre la taille des navires, bien entendu. Donc vous voyez, un espace finalement avec peu de portes. Hein. Il faut contourner l'Afrique, ou contourner l'Amérique, et la route du Nord, elle n'est pas encore complètement ouverte. Et puis les deux canaux, avec leurs limites, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fermé finalement sur lui-même. L'ensemble mondial, là, il est relativement isolé. Alors on dirait que la Méditerranée, c'est pareil, il fallait passer par le détroit de Gibraltar, et c'est vrai que c'était quand même aussi relativement fermé, ça n'a pas empêché d'être un lieu de civilisation extrêmement fort. Deuxième point, les îles, les espaces émergés dans cet espace Indo-Pacifique, donc tout ce qui se trouve et qui émerge de la mer. Alors vous avez des points qui sont des îles ou des îlots
l'île étant habitée, l'îlot n'étant pas habité, qui joue un rôle extrêmement important. Alors il y a quelques points clés dont on reparlera. D'abord, ici au beau milieu, Hawaï. Hawaï avec Pearl Harbor, le port bombardé par les Japonais. Il y a là quelque chose. Alors les Japonais, ils venaient avec des porte-avions, hein, bien entendu, mais il n'y avait pas de bombardiers lourds. Quand ils ont bombardé Tokyo, c'était des bombardiers lourds et qui n'avaient pas accès à des porte-avions. Donc il y a les îles Hawaï et puis Pearl Harbor. Et puis du côté de l'océan Indien, il y a une île qui joue ce rôle. Ici, en beau milieu, c'est Diego Garcia. Diego Garcia, qui s'appelle aussi Charcos, hein, qui est là. C'est une île qui appartient toujours au Royaume-Uni. Ça faisait partie du lot avec l'Inde qui est ici. Et aujourd'hui, c'est une base qui est à la fois britannique et américaine, Diego Garcia. Et vous voyez, cette île, elle est fondamentale parce qu'elle est au beau milieu. Donc c'est une escale militaire, stratégique, fondamentale. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure des Mariannes, hein, les Mariannes qui sont là et qui permettent de contrôler un peu à la fois la Chine et le Japon par des avions lourds bombardiers. Donc il y a ces ensembles-là, ces îles, ces îlots, sont vraiment fondamentaux dans le cadre de cet espace maritime très très important. C'est aussi très important pour les câbles sous-marins. Les câbles sous-marins qui traversent le Pacifique. Mais voilà, c'est les cartes du monde, hein, ça. C'est une transmission de données les plus importantes entre les États-Unis d'une part et puis la Chine et l'Asie du Sud-Est d'autre part. Et oui, le rôle très important, encore une fois, là, de Hawaï et de Pearl Harbor. Il y a un nœud extrêmement important. Il y en a un deuxième au niveau des Mariannes, toujours elles, hein, qui sont là, au contact de l'Asie, et puis tout ce qui va vers l'Australie, avant de filer, puis de l'autre côté, vers l'Europe et contourner l'Afrique. Alors, là, vous avez des distances énormes, ça se fait sur, il faut traverser le Pacifique, ça fait 10 000 km, hein, que ce soit Shanghai, San Francisco, ou bien aller vers l'Australie. Et on n'a pas une puissance suffisante pour impulser à partir du continent le moyen de transport des données. Alors, ils utilisent ce qu'on appelle des répéteurs, comme chez nous, quand on a le Wi-Fi, puis qu'on est au rez-de-chaussée, puis qu'on veut le faire monter au premier. Quand il y a une dalle de ciment qui fait qu'il y a un peu d'obstacle, on met un répéteur. J'en ai un à la maison, hein, de façon à faire monter le Wi-Fi complètement en haut. Ben là, c'est pareil. Ils sont obligés de mettre périodiquement, tous les quelques milliers de kilomètres, des installations qui permettent de relancer le débit. Et ça, c'est une fragilité pour ces câbles sous-marins. D'une part, parce qu'il y a des fosses. Et dans les fosses, le câble, il n'est pas au fond, hein, il pend, simplement. Et donc, c'est facile avec un crochet d'aller le chercher, hein, avec un sous-marin par exemple. C'est assez facile et un peu dangereux. C'est arrivé, il y a eu plusieurs accidents comme ça, et un certain nombre d'îles du sud, là, au large de l'Australie, ont été dépourvues de liaison téléphonique et Internet parce qu'un câble avait été enlevé, crocheté d'une manière ou d'une autre. Volontaire, involontaire, c'est des choses qu'on sait rarement, bien entendu. Donc vous voyez, cette immensité, elle pose quand même un certain nombre de problèmes. Enfin, il y a quelque chose de tout à fait spectaculaire, c'est sur cet ensemble Indo-Pacifique, il y a entre l'un et l'autre, c'est-à-dire entre le Pacifique et l'océan Indien, il y a cet ensemble-là entre l'Australie et puis disons Singapour, la Malaisie qui est là. Vous avez là un certain nombre d'archipels extrêmement denses qui se franchissent, enfin qui permettent le passage des bateaux, mais selon des conditions tout à fait exceptionnelles, parce qu'ils ont des hauts fonds et ils représentent un danger pour les bateaux. Alors j'ai une carte là qui est intéressante pour montrer cette affaire. Là, voilà. Alors vous voyez le Singapour qui est ici, vous voyez la Malaisie, vous voyez Java, vous voyez la Bornéo, vous voyez les Philippines, et vous avez ici
l'essentiel de ces archipels qui font barrière entre la mer de Chine, le Pacifique et puis l'océan Indien. Alors là, il y a des détroits. Il y a le plus important, c'est le détroit de Malacca, qui est ici, et qui donne accès à Singapour. Et puis, il y en a deux autres qui sont là en pointillé, celui de Lombok et celui de Lumbai, qui est ici. Et vous voyez les détours que ça fait ici. Alors, sur cette carte, il y a des choses qu'il faut retenir. Le grisé. Ce qui est en grisé, c'est tout ce qui est au-dessus de 100 mètres de profondeur. Alors, on dirait, il n'y a pas de bateaux de guerre qui ont 100 mètres sous la quille. Oui, mais les sous-marins, 100 mètres, pour eux, c'est problématique. C'est pas qu'ils passent pas, mais ils sont à ce moment-là très repérables. Un sous-marin qui passe à 40 mètres ou 50 mètres sur le niveau de la mer, il est facile à repérer. Et ça pose des problèmes aux Chinois. Mais il y a quelque chose de mieux sur cette carte. On voit ces alignements de croix qui sont là. Oui, des fois il y en a 2, des fois il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, ici. Et ça, vous regardez dans la légende et vous vous rendez compte que c'est des hauts fonds de 10 mètres. Alors à 10 mètres, les bateaux de guerre ne passent plus. Parce que, et un porte-container non plus. Un porte-container, ça fait 33, 35 mètres sous la quille. Ça passe tout juste au Pas-de-Calais. Hein, puisque le Pas-de-Calais, il est à 35, 36 mètres, et il y a des bancs de sable qui se déplacent et ils se méfient, les porte-containers. Mais là, ils passent plus. Ça pose quand même un vrai problème. Et c'est un sujet de contestation et de surveillance militaire de la part des Chinois, mais aussi des Américains, parce que l'accès au Pacifique par cette région-là, eh bien, il faut qu'il passe d'une manière ou d'une autre par ces détroits. Et donc, vous comprenez bien que les Chinois, au premier plan, ont besoin de cette liberté pour s'en aller, pour quitter le Pacifique et passer de l'autre côté. Et pour les Américains, c'est l'inverse, c'est pour aller et gagner la Chine et le Japon qui est au nord. Donc vous voyez, vous avez là quelque chose qui est tout à fait fondamental. Hein, sur cette carte, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite, qui nous indique les zones difficiles. Ça paraît simple comme ça, mais c'est assez compliqué pour les bateaux. Alors en ce qui concerne, pour un peu plus de détails pour aller vers ces détroits, je n'insiste pas sur les détroits eux-mêmes qu'on vient de les voir, mais une fois qu'on est passé ces détroits, vous avez ici quelque chose dont on a déjà un tout petit peu parlé, c'est ici l'archipel des Spratleys, ici les Paracels, et puis vous avez Taïwan qui est ici. Là, les Chinois ont cherché à se donner des bases maritimes, parce qu'ils n'avaient rien, parce qu'ils n'avaient pas d'île à eux, parce qu'ils n'ont pas eu de colonie, on en reparlera, mais ils ont essayé, et c'est là qu'ils ont fait ce qu'on appelle, je crois que je vous l'avais déjà montré un petit peu, la transformation d'un atoll, ici, inhabité, avec une espèce ça englobe un terrain, une zone qui est déjà un peu maritime, et eux, ils en font une base militaire, avec, vous voyez, une piste longue, très longue, une piste de 3 km, pour des bombardiers lourds. C'est pas simplement pour des petits avions de plaisance. Alors ça, dans les Paracels comme dans les Spratleys, les Chinois ont fait ça de façon à se donner. Ils ont pris possession, simplement. Chaque fois, il y avait des pays qui ont rouspété, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, rien n'y a été fait, et personne n'a bougé. Les Américains ne sont pas allés là-bas pour bombarder un atoll où il y avait personne, et donc personne n'a bougé, et ils ont continué à s'implanter à la fois dans ces archipels pour surveiller les détroits et faire en sorte que leurs bateaux, dans un sens comme dans l'autre, puissent passer. Mais ça va un tout petit peu plus loin. Ça va un tout petit peu plus loin parce que vous avez ici un lieu de contact extrêmement important entre les Chinois et les Japonais. Vous voyez la Chine, vous voyez Okinawa, c'est dans l'archipel des Ryukyu, vous voyez Taïwan, et là vous avez des îles qui s'appellent Senkaku, que les Japonais occupent, mais que les Chinois revendiquent depuis très longtemps. Ils revendiquent ça à partir d'un texte de 1403. Ils ont trouvé un texte qui disait que c'était à eux, mais pour le moment, il n'y a pas eu de résultat, et c'est les Japonais qui y sont restés. Mais ils sont là depuis 1895, les Japonais, donc ils vont bien ne pas s'en aller, et surtout c'est l'avant-garde qui protège Okinawa. La base ici américaine extrêmement puissante qui est là,
et cet archipel des Senkaku. Il n'y a pas grand monde, hein. Ce n'est pas un problème d'île habitée ou tout ça. Ce qui est important, c'est la zone de pêche, hein, la ZEE. La ZEE, elle est importante, mais c'est surtout l'intérêt stratégique. Et puis, il y a encore un autre problème, décidément il y en a beaucoup, c'est les Kouriles. Les Kouriles, ce n'est pas le Japon et la Chine, c'est le Japon et la Russie. Alors vous voyez, les Kouriles où elles sont complètement au nord. Ce qu'on a vu, les Senkaku, c'est au sud, ça c'est au nord. Les Kouriles, vous avez l'ensemble des îles des Kouriles qui sont là. Alors elles ont été tantôt russes, tantôt japonaises, mais pour le dernier traité qui a eu, enfin, absence de traité, vers la fin de la guerre de 1945, les Russes ont l'essentiel, et y compris les îles qui sont à proximité même du Japon. C'est bien que la Russie est à portée de canon de Hokkaido, l'île du Nord. Et ça, les Japonais ne le supportent pas. Donc les Japonais, depuis 1945, mènent véritablement une offensive diplomatique, ils ne peuvent pas aller plus loin, contre la Russie pour récupérer au moins les 3 ou 4 îles importantes qui sont au contact de Hokkaido. Et alors, pour vous dire que c'est important, Medvedev, le président de la Russie, l'homme lige de Poutine, il y a un mois, il est allé dans ces îles. Alors là, c'était la provocation pour les Japonais. C'était vraiment la provocation ultime, et ils ont décidé, à partir de là, d'appliquer les sanctions européennes contre la Chine, et contre la Russie. Rétorsion de Poutine, parce qu'il a un atout. Ici, vous avez à côté, vous avez le Kamtchatka, qui est riche en gaz, et qui alimentait le Japon. Il a coupé le gaz. Comme il le fait ailleurs, il a coupé le gaz. Et les Japonais se sont trouvés dans la même situation que nous, si bien que sur le marché du gaz à l'échelle internationale, il y a non seulement les Européens, mais il y a aussi le Japon. Parce que Poutine ne veut plus les fournir. Donc vous voyez, c'est 3 ou 4 îlots que réclame le Japon, parce qu'avec une artillerie un peu sophistiquée, on peut toucher le Hokkaido qui est ici. Il réclame que c'est 3 ou 4 îles, il ne réclame pas la totalité de l'archipel, il réclame ces îles-là où il y a eu une présence japonaise importante de pêcheurs, etc., etc. Mais la Russie ne veut pas entendre raison là-dessus, et elle a coupé le gaz. C'est pour ça que le Japon se retrouve dans une position extrêmement délicate, après la mort de son Premier ministre. Il y a là vraiment un sujet d'inquiétude extrêmement important pour eux. Donc vous voyez, dans ce Pacifique, ces îles, ces îlots sont les sources de conflits potentiels extrêmement puissants, hein, que ce soit les Senkaku, que ce soit les Kouriles, c'est vraiment quelque chose de très très dangereux, avec la Russie, la Chine d'un côté, le Japon de l'autre. Troisième point, quelques aspects historiques concernant cet ensemble Indo-Pacifique. Je résume, hein, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, mais quand même. Les premiers à être venus ici, c'est les Portugais. Les Portugais sont allés dans le monde entier, mais c'est les premiers à s'installer. Je vous rappelle que les Portugais se sont installés au Japon. Et il y avait des missionnaires japonais, des missionnaires portugais au Japon. Ils se sont installés en Inde, hein, Macao, hein, bien entendu, Goa en Inde. Ils se sont installés dans l'Afrique. Et ils étaient présents dans cet espace Indo-Pacifique. Ils ont eu comme successeurs les Espagnols, qui se sont mis aux Philippines, aux Mariannes, c'est eux qui avaient les Mariannes avant que ça passe à l'Allemagne. Les Hollandais sont arrivés aussi, ils sont à Madagascar, ils sont arrivés en Guinée, à Ceylan, ils sont allés à Taïwan, hein, on les avait trouvés déjà, quand on en parlait, ils étaient présents ici dans des comptoirs. Ensuite, les Anglais sont arrivés ici, un tout petit pays, hein, il y avait 18e, 19e, mais il n'y avait pas grand monde en Angleterre, et ils sont allés en Inde, en Australie, en Afrique du Sud, à Kiribati, etc., ils étaient partout. Les Japonais, bien sûr, qui ont eu leur empire, mais ils ont tout perdu en 1945, donc ça ne pose pas de problème. Et puis, la France, bien entendu, elle est présente dans cet espace Indo-Pacifique, avec la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, etc., etc., c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Alors, j'ai trouvé quelque chose de curieux que je ne connaissais pas. Je voudrais vous en faire part parce que c'est assez intéressant. Je voulais revenir là, sur notre océan Indien.
Sur cette route qui traverse l'océan Indien pour contourner l'Afrique, il y a quand même un certain nombre de bateaux qui passent par là, hein, qui passent par le cap de Bonne-Espérance. Vous avez Madagascar qui est ici, et vous avez ces petits carrés là. Vous voyez, ces petits carrés là. C'est des îles. Elles s'appellent, vous connaissez pas le nom, ça m'étonnerait, hein, les îles éparses, comme l'adjectif, éparses. Il y a 5 îlots qui sont là. Et ils appartiennent à qui? À la France. Nous sommes propriétaires de ces petits carrés qui sont là. Vous voyez, ils sont ici, les îles éparses sont là. Et vous voyez, la Réunion est ici. Mayotte est là. Et ça, c'est le fameux canal du Mozambique, entre l'Afrique et Madagascar. Et c'est une des routes, c'est pratique, ça évite de faire le tour complètement, on passe par là. Alors ces îlots, quand le Madagascar est devenu indépendant, dans le traité d'indépendance, dans le traité qui crée la République de Madagascar, à ma connaissance, on n'en parle pas. Parce qu'à l'époque, ces 5 îlots étaient inoccupés. Il n'y avait pas un individu dessus, peut-être des pêcheurs hein, qui pouvaient aller dessus, préférer une étape, hein, bon, mais il n'y avait pas d'occupation pérenne. Et donc c'est resté français. Ça fait partie des terres australes et antarctiques françaises. C'est le préfet, c'est un poste à côté du préfet de la Réunion qui gère ça. Alors en fait, il y a deux types de présence humaine à l'heure actuelle que la France entretient. C'est d'une part un îlot qui est ici et sur lequel il y a quelques militaires, mais ils ne sont pas nombreux. Hein. Et puis à côté, il y a un autre îlot où il y a du personnel des terres australes et antarctiques françaises. Mais c'est des poignées d'hommes. Et alors où ça devient croquignolesque, c'est que le gouvernement malgache a des difficultés, vous en avez entendu parler, avec le million d'hectares qu'ils voulaient vendre aux Coréens. C'est un pays qui bouge beaucoup. Le président malgache est arrivé en France il n'y a pas tellement longtemps. Et ils ont développé un peu de nationalisme et ils réclament la tutelle de ces 5 îlots. Bon. Pour le moment, ça ne bouge pas, hein, la France ne bouge pas là-dessus, je ne pense pas qu'elle bouge. Mais les Malgaches ont obtenu l'appui de Poutine. Poutine qui n'a pas de lien là, il n'y a rien, mais la Russie soutient la revendication malgache. À partir de ce moment-là, le Quai d'Orsay est obligé de se bouger, enfin, il est obligé de faire quelque chose parce que c'est un élément de plus dans la contestation. Hein. Donc vous voyez, l'Iran nous met en cause par ceci, par cela, en arrêtant nos touristes, les Russes, pareil, nous critiquent, et puis là, ils viennent véritablement, dans un problème franco-malgache, ils viennent s'immiscer et soutiennent. Et alors, on voit bien leur intérêt, c'est que quand il y a des votes à l'ONU, eh ben Madagascar va voter. Il va voter du côté de... ils se sont abstenus dans le vote condamnant la Russie, par exemple. C'est normal. Donc vous voyez, on est impliqué dans cet Indo-Pacifique par les biais de ces choses-là que moi je ne connaissais pas véritablement. C'est des choses qui sont apparues récemment par la suite de la visite du président malgache. Mais on voit ces implications aujourd'hui en géopolitique qui sont tout à fait étonnantes et un peu imprévisibles parce que, à part ces quelques soldats et à part ces gens des territoires australes et antarctiques, il n'y a rien. Alors, vous me direz, il y a de la ZLE, il y a de la ZEE, c'est-à-dire de la zone de poissons en mer. Mais bon, le canal de Mozambique n'est pas très grand, donc les puissances africaines en ont la moitié, et Madagascar en a un petit bout, donc ça ne pose pas de problème particulier. Mais il n'empêche que là, c'est un souci quand même important. Alors, ensuite, là on a vu ces aspects un peu géopolitiques, mais là, je voudrais quand même arriver à des aspects un peu plus économiques, le poids démographique et économique de cet Indo-Pacifique. Si on regarde un petit peu, alors je vais revenir là-dessus, la première carte. Si on revient sur cette première carte, on se rend compte que les pays qui sont en vert sont les pays qui ont une façade pacifique ou indo-pacifique. Alors si on fait le total des populations de ces pays qui ont une façade, une fenêtre sur l'Indo-Pacifique, sur cet océan qui représente la moitié de la superficie de la planète, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 5 milliards d'habitants. Il y a 5 milliards d'habitants qui sont autour de cette grande mare qui est l'Indo-Pacifique. 5 milliards. 5 milliards sur 8. Oui, ça fait les 2 tiers.
C'est extrêmement important. Le poids démographique qui est ici est fondamental. Je rappelle la Chine, l'Inde, 1,3 milliard, 1,4 milliard chacun. Mais je vous donne quelques pays. L'Indonésie fait 268 millions d'habitants. Le Pakistan, 212 millions d'habitants. Le Bangladesh, 173 millions d'habitants. Les Philippines, 110. Et le Vietnam, 100. Vous avez des pays énormes qui sont là, donc il faudra parler en termes de géopolitique, parce que par leur poids, c'est vraiment très important. Du côté américain, surtout Amérique latine, c'est des pays qui sont nettement moins peuplés, avec 50 millions d'habitants comme la Colombie, 30 pour le Pérou, c'est moins important. Mais du côté pacifique, asiatique, c'est fondamental. Donc les 2 tiers du total de la population ont une fenêtre qui donne sur cet océan-là, et qui sont intéressés par cet océan-là. C'est pour ça que cet Indo-Pacifique, il est au cœur du système. Et alors, comment ça se manifeste? Eh bien, ça se manifeste, j'ai cherché longtemps comment je peux vous le présenter. Je pense que c'est par le biais du commerce et par le biais des façades portuaires. Les façades portuaires sont déterminantes. Cette façade portuaire asiatique, elle est fondamentale et c'est la première du monde et de beaucoup. Alors ça, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, c'est l'espace ultramarin de la France. Il y a à la fois le Pacifique de ce côté, puis de l'autre côté. C'est pas très important, mais regardez les distances, 18 000 km, ça nous pose un sacré problème d'infrastructure, ça nous pose un problème au niveau des bateaux, de la marine et des troupes qu'on pourrait mettre dans ces espaces. C'est très éloigné de la France, c'est très important en tant que zone de ZEE, mais ça coûte très cher. Et on le reverra pour la Chine par la suite. Je ferme cette parenthèse. Alors la façade portuaire de l'océan Pacifique, elle est là, cette façade asiatique. Ça va de Singapour jusqu'au Japon. Et là, je vous donne un chiffre quand même, hein, parce qu'on fera la comparaison. Il y a 7173 millions de tonnes qui sont échangées chaque année sur cette façade. C'est vraiment le pôle fondamental. Et alors, pour être plus précis, je vais vous donner 4 ports. Le premier port mondial, c'est Shanghai. Shanghai fait 736 millions de tonnes, en comptant les containers, hein, par leur poids. C'est 42 millions de containers. C'est le premier port mondial. Rotterdam, qui a été longtemps le premier, ne fait que 440 par rapport à 736. Anvers, dont on parle maintenant là, assez souvent dans les journaux à cause de la drogue, c'est 184. Et le premier port français, c'est Le Havre, et lui, il fait 83 millions de tonnes. 83 millions de tonnes par rapport aux 736 de Shanghai, c'est 1/10 pratiquement. Vous voyez la taille, ça nous relativise bien par rapport à cette façade. Hein, vous avez là un seul port, Shanghai, qui fait 730 millions de tonnes, et Le Havre, qui est le premier port français, 83 millions de tonnes et 3 millions de tonnes de containers, alors qu'il y a 42 millions de containers à Shanghai. Ça nous situe. Vous voyez, c'est important Le Havre, mais à l'échelle de la planète, c'est 10% de Shanghai seulement. Donc il y a là, si vous voulez, des choses à relativiser. Et ça, cet espace aujourd'hui, il est fondamental. Vous comprenez pourquoi les détroits sont importants. Parce qu'il y a 7000 millions de tonnes qui passent par ces détroits. L'essentiel passe par là. Il ne passe pas encore par Bering. Donc il y a là vraiment quelque chose qui est fondamental. Alors, dernier point, dernière partie, c'est un aspect des politiques économiques et stratégiques dans cet espace, de façon à avoir une vue d'ensemble. Alors tout d'abord, il y a 2 pays qui se heurtent, les États-Unis et la Chine. Et ils ont 2 politiques qui sont complètement distinctes l'une de l'autre, en fonction de l'histoire, en fonction de leur point de vue géopolitique. D'abord les USA. Les USA ont très largement compte tenu de ce qui s'est passé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont essentiellement ces bases fondamentales, Hawaï, Pearl Harbor, Midway, si vous ne connaissez pas Midway, vous avez entendu parler du film, hein, quelque part, Marshall, les îles Marshall, qui sont connues aussi, parce qu'il y a une île qui s'appelle Bikini. Et Bikini, c'est quoi? C'est pas simplement un maillot, hein, c'est des bombes atomiques. C'est là qu'ils ont testé leurs bombes atomiques, les Américains, dans l'atoll de Bikini, donc les îles Marshall.
Ils ont les Mariannes, bien entendu, qu'ils ont conservées, qui leur servaient de porte-avions pour aller au Japon, bien entendu. Et puis ils ont toute une série de bases au Japon, en Corée, ici à Okinawa, ils ont à Singapour, enfin ben, ils sont présents un peu partout. Le centre naval de commandement de toutes ces flottes ici, c'est Singapour. Hein. C'est là que se situe le commandement militaire maritime des États-Unis. Donc vous avez là ces îlots. Et c'est à partir de là que les Américains surveillent le Pacifique. Mais avec deux escadres, c'est-à-dire deux systèmes autour de porte-avions, de plusieurs porte-avions et de tous les navires d'accompagnement. Il y a deux escadres en permanence qui sont dans cet espace-là. Et qui s'appuient sur ces îles, bien entendu, mais qui véritablement sont nécessaires pour couvrir cet espace. Alors en plus, ils ont les escadres dans l'Atlantique, au Moyen-Orient, et ça leur pose problème. C'est vrai, le problème des États-Unis, c'est qu'ils ont deux façades portuaires. C'est un avantage, mais c'est un sacré poids économique, financier, parce qu'il faut qu'ils fassent front aux Chinois dans le Pacifique, avec deux escadres. Il faut qu'ils fassent front ailleurs, au Moyen-Orient et Atlantique, et ça coûte très cher. Alors vous me direz, en période de prospérité, c'est quelque chose qui peut être positif, mais en période de difficulté, de crédit difficile, et en particulier quand il y a des guerres, comme pour le moment en guerre en Ukraine, ça coûte très cher. Et ça, c'est une des faiblesses des États-Unis. Alors que les Chinois, ils n'ont qu'une façade. Et tout est dans le Pacifique. Et l'Atlantique, c'est pas un problème. Donc oui, ça, la différence est fondamentale. Donc pour les Américains, c'est vrai que pour une puissance mondiale, être présente dans le Pacifique et dans l'Atlantique, c'est bien, mais ça coûte vraiment très cher. La Chine a une position et une géopolitique complètement distincte. La Chine, elle n'a jamais eu de possession dans cet espace pacifique. Elle n'a jamais possédé une île. Elle n'a jamais possédé. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en crée des îles, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle transforme des atolls en îles, en base stratégique. Elle crée, puisqu'elle n'a rien, et ça permet de surveiller les détroits en particulier. Ensuite, elle s'est chercher une alliance avec l'autre puissance qui est à côté, qui est la Russie, puisque la Russie est juste au-dessus. Et c'est là qu'on retrouve cette alliance dont on a parlé déjà, du 4 février 2022, cette déclaration entre la Chine et la Russie d'alliance, etc., à l'échelle du monde, de recomposition, etc., etc. Or, il existe un antécédent à cet accord du 4 février, c'est en 2009, la Chine et la Russie ont signé un accord qui s'appelle l'OCS, c'est pas la chaîne cryptée ça, hein. C'est l'Organisation de la coopération de Shanghai. En 2009, l'OCS a été créé. Mais maintenant, cet OCS a grandi. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui se sont rapprochés de ce binôme Russie-Chine qui surveille le Pacifique et qui augmente le volume de ses participants. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Ben, la Russie, elle a amené ses puissances d'Asie centrale. Le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, on se demande bien ce qu'ils viennent faire là, mais c'est des gens qui sont affiliés à Poutine, qui dépendent de Poutine, et il les a amenés, alors qu'ils n'ont pas de façade maritime, donc ils ne sont pas conservés, mais il les a amenés avec lui. Et puis, on a vu arriver des choses quand même de plus inquiétantes, parce qu'on a vu arriver l'Inde, par exemple. L'Inde s'est accrochée à ça. L'Inde, on le verra, on ne sait pas de quel côté elle est. Un coup, elle est avec les Russes et les Chinois, un coup, elle est avec la Russie contre la Chine, et puis contre l'Occident, on ne sait pas trop où elle est. Modi, pour le moment, on ne sait pas trop où il est, mais il est rentré dans cette structure aujourd'hui. Et il y a là des pays auxquels on ne penserait pas. Les Émirats Arabes Unis, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas condamné non plus l'invasion de l'Ukraine à l'ONU. Ils se sont abstenus. Et finalement, entre les Émirats et la Russie, à l'OPEP, ils font la loi. Et vous avez vu la dernière décision de l'OPEP il y a 24 heures. L'OPEP a dit qu'ils allaient baisser leur production de pétrole. Ils ne vont pas l'augmenter, ils vont la baisser. Et pourquoi ils la baissent? Parce qu'il y a un front commun entre la Russie, d'une part, les Émirats arabes, qui sont les premiers producteurs. Et l'Arabie saoudite n'écoute pas forcément les États-Unis. Ils écoutaient autrefois.
ils l'écoutent moins maintenant. Ils n'ont pas voté contre la Russie, mais ils n'ont pas voté pour la motion condamnant la Russie. Ils se sont abstenus. Et alors on voit cet OCS qui prend un peu plus d'emploi progressivement, et on voit cette volonté de la Chine de vraiment devenir le leader, parce que les Chinois, ils voient bien les Russes s'embourber dans cette histoire ukrainienne. Ils ne sont pas forcément contre, hein, parce que ça affaiblit son partenaire et ça permet de discuter plus facilement avec lui pour l'achat du pétrole et du gaz venant par l'Extrême-Orient. Mais on a là véritablement l'amorce d'un leadership chinois par le biais de cet ensemble OCS et de ses déclarations de février 2022. Et on voit bien le leadership chinois s'avancer. C'est la monnaie, le yuan, qui va servir de SWIFT, méthode c'est plutôt le dollar. Hein. Ils ont monté un système comme ça. Avec le yuan, c'est pas le rouble, hein, c'est le yuan qui joue ce rôle-là. La station orbitale qu'ils sont en train de monter, concurrente de la nôtre, eh bien, c'est les Chinois qui pilotent, puisque les Russes sont encore avec nous. Jusqu'à quand? J'en sais rien. Ils sont encore avec nous. Mais ils vont peut-être repartir avec les Chinois de l'autre côté lorsqu'elle sera montée. Alors ils ont eu un petit problème, les Chinois. Hein. Il y a un module qui s'est cassé la figure et qui est retombé sur la Terre. Mais c'est quelque chose qui peut arriver, bien entendu. Donc la Chine, elle s'appuie sur la Russie pour contrôler cet espace-là, et en particulier pour contrôler ce qui est autour du Japon. Les Russes, avec les Kourils, font le jeu des Chinois. Et pour les Chinois, c'est tout gagnant. Troisième mode d'intervention des Chinois sur cet ensemble, on l'a vu déjà, ça, c'est les colliers de perles, ce qu'on appelle les colliers de perles, c'est-à-dire je reviens là-dessus, c'est le long des côtes de l'Asie, le long des côtes asiatiques, ils se cherchent des ports qui servent d'escale, hein, pour aller, alors pas Singapour puisque c'est au Oman américain, mais sur l'Indo, sur l'Inde, vers la région de l'Inde, et il faudrait que je retrouve ça, je sais plus où c'est. Là. Voilà, et ils ont toute une série de ports à partir de Singapour, le long de la côte. Ils sont à Ceylan en particulier, ils sont à Djibouti. Hein, ça fait partie de ce qu'on appelle le collier de perles, c'est-à-dire des ports, des escales, des pays qu'ils ont aidés, auxquels ils ont prêté de l'argent, et qui leur accordent des facilités portuaires, et tout au long de cet ensemble-là, de la Birmanie, de l'Inde, jusqu'à Djibouti. Et Djibouti, je vous rappelle, c'est juste à côté de la base chinoise et juste à côté de la base française. Hein. On est côte à côte. Hein. Autre élément de cette politique chinoise, c'est le contact qu'ils ont avec un certain nombre d'archipels dans le Pacifique. Ils vont voir un certain nombre d'archipels. Alors, ils vont les voir, je vais prendre celui, il y en a un qui est important, c'est celui des îles Salomon. Les îles Salomon sont au large de l'Australie, ce qui pose problème quand même à l'Australie. Alors, comment ils font? Ils ont envoyé des missions aux îles Salomon. C'est une série d'archipels aussi, hein, les îles Salomon. Ça forme un ensemble, mais c'est tout un tas d'archipels avec une structure politique insulaire à l'échelle de chaque île. Alors ils en ont vu un certain nombre en leur disant, voilà, on peut vous financer des écoles, on peut vous financer ceci, cela, on peut vous prêter de l'argent, etc. Et puis vous nous donnez une facilité, ou bien vous travaillez avec nous, etc. etc. Ils ont apporté de l'argent. Et il y a un certain nombre d'îles, des îles Salomon, qui ont dit, pourquoi pas, hein, nous, cet argent-là, on le veut bien. Et on remboursera quand on pourra, hein, mais enfin, on l'accepte. Et ça a créé des dissensions à l'intérieur de l'archipel des îles Salomon, parce qu'il y en a qui refusent, il y en a qui acceptent. On est à 2 doigts d'une scission. Mais ça fait le jeu des Chinois. Et ils ont cette tactique un peu partout. Ils choisissent un lieu, ils essaient de s'y implanter, d'apporter des capitaux et d'obtenir des facilités, par exemple, au point de vue portuaire, au point de vue aéronaval, etc. etc. Et après, c'est des gens qui vont voter ou s'abstenir ou aller au milieu. Mais, chose plus importante,
Les îles Salomon, par exemple, ne reconnaissent pas Taïwan. Vous voyez, pour les Chinois, c'est important. Hein, quand on reconnaît Taïwan, on ne doit pas reconnaître la Chine. Et donc, quand on ne reconnaît pas Taïwan, on est d'accord. Les îles Salomon, étant donné qu'ils reçoivent de l'argent des Chinois, eh ben, ils ne reconnaissent pas Taïwan. Et ça, pour les Chinois, c'est important parce que plus il y aura de population, plus il y aura de pays qui ne reconnaîtront pas Taïwan, et plus ça légitimera leur attaque sur Taïwan. Vous voyez, cette géopolitique subtile des Chinois, et les Australiens, comme les Américains, se sont pas rendus compte tout de suite de cette offensive. Hein? Alors, par exemple, il y a eu une tournée de Yang Yi, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Chine, qui est allé faire une tournée de ces archipels et qui a donné un certain éclat parce qu'il montrait que la Chine était présente et qu'elle était reconnue, etc., etc. Et donc maintenant, les États-Unis et l'Australie commencent à réagir. Mais ils commencent à réagir avec un peu de retard. Ça leur pose un certain nombre de problèmes. Les Chinois sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils sont à Timor aussi. Ils s'implantent un peu partout. Ils sont à Ceylan, où ils ont provoqué un chiffre extraordinaire avec une destitution du président, etc., etc., parce qu'ils ne peuvent pas rembourser les prêts qui ont été obtenus auprès des Chinois. Donc il y a là une politique c'est complètement différente de la Chine et des USA dans cet espace pacifique. Il n'empêche que tout cela, c'est à couteau tiré. Alors je terminerai par... vous pensez bien qu'il y a un ensemble là extrêmement important. Il doit y avoir 45 000 îles dans le Pacifique. 45 000, vous vous rendez compte? C'est spectaculaire. Même s'il y a un peu moins de pays, bien entendu, on a là des accords qui existent. Des accords qui sont un peu conjoncturels en fonction de l'économie, en fonction de la politique, en fonction des combats, etc. Mais il y a 4 traités importants dont il faut avoir entendu parler et dont on vous parlera. Le premier accord, c'est ce qu'on appelle le Quad, QUAD. C'est un dialogue quadrilatéral de sécurité. Il date de 2007 et il réunit les USA, l'Inde, l'Australie et le Japon. Ces 4 pays ont un accord militaire entre eux. Voilà. L'Inde, les USA, l'Australie et le Japon. Et par-delà des aspects humanitaires, hein, c'est essentiellement un aspect militaire que Biden d'ailleurs a relancé. Ça c'est important, c'est très étroit, c'est vrai, mais ça joue un rôle important. La structure la plus importante, c'est l'ASEAN, A-S-E-A-N. C'est l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. C'est une association de pays qui a été créée en 1967 et qui était au départ anticommuniste. Cette association anticommuniste, elle joue un rôle fondamental, même si ses contours varient beaucoup. Alors vous voyez les membres de l'ASEAN, ici, vous voyez toute la presqu'île indo-chinoise, hein, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, etc. Vous avez la Malaisie, les Philippines, tous ces pays-là ont fondé cet espace en 1967. Il y a Singapour, bien entendu, mais il y a au départ pas la Chine, pas l'Inde, pas le Japon, pas l'Australie. C'est les puissances de l'Asie du Sud-Est. Et cet ASEAN, c'est véritablement le pivot aujourd'hui des États, parce que ça a un but de commerce, de libération du commerce, ça a un but humanitaire, ça a un but économique, même fiscal, donc c'est assez compliqué, mais pas d'aspect militaire en tant que tel. Et puis, c'est quelque chose qui est très souple, c'est-à-dire qu'ils acceptent, sous une forme ou sous une autre, des pays qui ne sont pas membres de l'ASEAN, mais qui deviennent des partenaires de l'ASEAN. Et là, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu à géométrie variable. Alors, par exemple, l'Inde s'est associée, elle n'est pas membre, elle est associée à l'Asie du Sud-Est, alors que l'Inde ne fait pas partie de l'accord militaire qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelque chose qui est assez variable. On en voit même la Chine, qui n'en faisait pas partie, elle est maintenant associée comme l'Inde. Alors, il y a des réunions qui regroupent les membres titulaires de l'ASEAN, et puis il y a des réunions qui regroupent les membres de l'ASEAN, plus ses partenaires associés à côté, sur des thèmes plus ou moins variés. Il y a la Corée maintenant, il y a la Chine, il y a l'Inde,
Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier à la géométrie, mais ça joue un très grand rôle parce que ces chefs d'État se réunissent au moins 2 fois l'an. Donc, ils discutent beaucoup, et c'est un creuset, en somme, depuis 1967, de réunion en réunion, pour essayer de faire en sorte que économiquement, ça tourne à peu près correctement. Et puis, troisièmement, quelque chose qui est récent, qui date de 2022, c'est le RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Alors ça, c'est quelque chose de très particulier et qui est dominé par la Chine. Ça voudrait être comme un contre-pied de l'ASEAN où la Chine a un pied aussi dedans, mais elle veut créer quelque chose qui soit à elle. Et alors là, bien entendu, vous avez la Chine, mais vous avez l'Inde qui est restée quelques années puis qui s'est retirée. C'est très curieux, la position de l'Inde, toujours, c'est imprévisible. Mais le Japon tourne autour aussi de cet accord régional, RCEP. Donc il y a les Chinois, les Japonais, et un certain nombre de pays des ASEAN qui en font partie, et qui sont là aussi un rôle un peu du même genre, quoi, un point de vue économique. Et tout ça varie un petit peu dans le temps, c'est assez compliqué. Et puis le dernier accord qui a été signé, c'est l'AUKUS, vous en avez entendu parler, celui-là, puisque c'est de là qu'on a été évincé du marché des sous-marins australiens, puisque c'est les USA, le Royaume-Uni et l'Australie. La Nouvelle-Zélande n'a pas voulu s'y associer parce que la Nouvelle-Zélande est contre l'armement atomique. Or, dans l'AUKUS, il y a la vente de sous-marins atomiques à l'Australie, et l'Australie a l'habitude de travailler avec la Nouvelle-Zélande, et la Nouvelle-Zélande lui a interdit ses ports. C'est-à-dire que les bateaux à propulsion nucléaire ne peuvent pas rentrer dans les ports néo-zélandais. Donc la Nouvelle-Zélande ne fait pas partie de cet accord, il n'y a que les USA, l'Australie et le Royaume-Uni. On ne sait pas ce que ça va devenir, parce que les Américains ont dit qu'ils ne pourraient pas fournir les sous-marins avant 2040. En 2040, c'est loin, 2040. Donc il n'est pas exclu, après des élections qui ont eu lieu, il n'est pas exclu que les sous-marins français refassent surface à un moment ou à un autre, parce qu'ils peuvent être livrés tout de suite. On en a quelques-uns qui sont prêts. Et puis peut-être qu'on serait capable de vendre des sous-marins atomiques, sait-on jamais. On les construit bien, nous les nôtres, donc on pourrait les vendre, on ne sait pas. Mais ça pourrait quand même évoluer assez rapidement sur ce domaine-là. Alors vous voyez, toute une série de traités, il y en a beaucoup d'autres, toute une série de traités, mais à géométrie variable. Des gens qui rentrent, qui sortent, en particulier l'Inde est tout à fait symptomatique. Un coup il est là, un coup il s'en va, un coup il revient, on ne sait pas trop. Ça, c'est problématique. Alors voilà, si vous voulez, pour cette présentation un peu sommaire de cet espace. Mais je crois qu'on est là, si vous voulez, au centre du monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Merci. Merci. Et certainement des télévisions dans la salle, et ils seront bienvenus. Merci pour votre exposé. Ma question relativement simple, est-ce que le Commonwealth joue encore un rôle dans cet environnement indo-pacifique aujourd'hui? Je vais être brutal, je vous dirai non. Le Commonwealth, c'est un club plus qu'autre chose. Donc, il y a beaucoup de pays d'ailleurs, du monde pacifique, en particulier l'Australie, qui s'interrogent sur ce lien. Et les États-Unis, les îles britanniques, le Royaume-Uni, n'a pas véritablement gardé de base importante. Il a tout décolonisé finalement, et aussi bien en Afrique orientale que dans le Pacifique. Et aujourd'hui, son rôle, il est revenu, on a parlé de l'Angleterre, avec les sous-marins, mais ils ont un rôle secondaire là-dedans, de toute façon, parce que les sous-marins ne sont pas construits en Angleterre, ils sont construits aux États-Unis. Et simplement, ils étaient au courant de cette affaire, donc on les a mis là-dedans, parce qu'il y avait l'Australie. Mais autrement, le Commonwealth ne joue pas un rôle important là. Le Commonwealth, c'est ce qu'on appelle en géopolitique le soft power. Le soft power, c'est pas l'expression d'un pouvoir réel,
Et c'est un pouvoir culturel, c'est un pouvoir par persuasion, par contact, parce qu'il y a la même langue, parce qu'il y a des échanges linguistiques, parce qu'il y a la visite du souverain ou de la souveraine à un moment ou à un autre, mais il n'y a pas vraiment de politique en tant que telle du Commonwealth, en particulier dans le Pacifique, là. Hein. Ça c'est ponctuel, hein, l'histoire des sous-marins, c'est une affaire ponctuelle, ça. Alors on reparlera par la suite de l'implication, la prochaine fois, du Japon, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le Japon a une position un peu particulière sur cet espace Indo-Pacifique. Non seulement il a ses problèmes avec la Russie et la Chine, mais c'est une grande puissance, hein, 126 millions d'habitants, c'est pas rien, c'est quand même une très grande puissance. Et après, on parlera de l'Inde, parce que Modi et l'Inde nous posent quand même un certain nombre de questions qui sont pas faciles, mais c'est 1,5 milliard d'habitants et il faut en tenir compte. Et pour le moment, c'est un pays dominé par un populiste, quoi. Et ça donne des résultats tout à fait étonnants. Après, on verra un peu en fonction des quelques archipels qui ont une position intéressante. Les Chinois veulent nous piquer la Nouvelle-Calédonie. Hein. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Ils s'en cachent pas. Ils prospectent en Nouvelle-Calédonie, mais ils n'en connaissent pas. Et il y a des indépendantistes hein, en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est des gens avec qui on peut discuter pour les Chinois. Mais visiblement, c'est leur but, quoi, la Nouvelle-Calédonie. Et l'Australie, jusqu'à présent, ne nous avait pas trop aidé là-dessus. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est juste à côté. Hein. Si les Chinois s'implantent dans le caillou, sur le caillou, ça va poser un problème. Hein. Ça posera un problème à un moment ou à un autre. C'est une base extrêmement proche du continent australien. Eh bien, il ferait bien de nous aider un peu, quoi. Alors l'affaire des sous-marins n'a rien résolu. Hein. Mais ils s'en cachent pas, les Chinois. Ils veulent nous prendre ça. La Réunion, ça ne les intéresse pas. Mais la Nouvelle-Calédonie, oui. Mais la Polynésie aussi, hein. Ils ont fait une tentative, il n'y a pas longtemps, on en reparlera. Oui, j'ai juste une petite question. Qu'est-ce qu'il en est du Pakistan et de l'Inde? À votre avis, comment les choses vont s'évoluer? C'est deux pays qui ont un contentieux territorial très fort et très ancien depuis la création du Pakistan. Puisque vous savez que c'était l'idée des Anglais, ils ont fait ça partout, hein, ils ont fait ça en Irlande, ils ont fait ça au Pakistan, ils ont fait ça au Moyen-Orient, séparer les gens en fonction de leur religion, quoi, catholiques, protestants, musulmans et puis hindouistes. Et ça n'a pas marché, quoi, parce que l'essentiel, bien sûr, des musulmans, mais il reste des musulmans en Inde, et puis il y a des hindouistes au Pakistan, et c'est très compliqué parce que ces communautés, elles sont territorialisées. Et donc, il y a une revendication territoriale, c'est-à-dire que là où il y a des hindouistes, l'Inde, au Pakistan, l'Inde réclame les terrains. Là où il y a des musulmans en Inde, le Pakistan réclame les terrains. Tout simple, quoi. Et ça, c'est insoluble, sauf à virer les populations. C'est-à-dire qu'on fait partir tous les musulmans au Pakistan et on récupère tous les hindouistes. Pour le moment, c'est pas envisagé, quoi. Mais c'est irréconciliable. Cette histoire-là. C'est le problème irlandais, quoi. On n'en sort pas de cette histoire. Hein. C'est l'Irlande du Nord, catholique, protestant, vous n'en sortez pas de ce truc-là. Et puis, il ne faut pas oublier que ces deux puissances, elles ont la bombe atomique, hein. L'une et l'autre. Et que, à partir des escarmouches guerriers traditionnels, coups de main, etc., attentats, il y a une menace, hein. Mais est-ce qu'ils ne se neutralisent pas l'un l'autre, hein, parce que s'il y en a un qui commence, ben les autres vont suivre. Ça pose vraiment un problème. Mais je ne vois pas de solution à ce problème. Je ne vois pas de solution parce que les enclaves musulmanes en Inde, les enclaves hindouistes au Pakistan, sauf à les vider, on n'en sortira pas. Donc c'est quelque chose avec lequel il faudra vivre. Alors les Chinois, on en reparlera, mais les Chinois ont mis leur petit grain de sel, puisque les Chinois se sont placés du côté pakistanais et qu'ils ont installé une route de la soie qui vient de l'intérieur des terres et qui va jusqu'à la mer, jusqu'à l'océan Indien, en créant un port, un point d'art, et que les Indiens voient d'un très mauvais œil
Et donc, le Pakistan, lui, au contraire, s'en glorifie. Donc, là encore, vous voyez, les Russes vont soutenir les Malgaches contre les Français, les Chinois vont soutenir les Pakistanais contre les Indiens. Vous voyez un peu le pataquès. Donc là, je ne vois pas de solution. Sauf à déménager tout. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour le